Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, je vous propose, comme tous les mois, de faire un débrief de l'actualité spatiale. Et 3 thématiques ont marqué l'actualité du mois de mai. Le Deep Space, d'abord, avec cette sublime photo du trou noir qui trône au cœur de notre galaxie. Mais pas seulement, vous allez voir d'autres découvertes Deep Space, mais aussi des fantasmes. On va voir ça avec nos invités. Il y a aussi l'épineuse question des vols habités, plus que jamais au cœur des préoccupations européenne aujourd'hui. Et puis le New Space, incontournable du business spatial, avec une nouvelle levée de fonds signée Miratlas. Alors on va démarrer avec nos invités qui sont avec nous depuis Lyon en visio. Pierre Henriquet, médiateur scientifique et conférencier, connu d'ailleurs sous le pseudo AstroPierre sur Twitter pour ceux qui le suivent. Bienvenue Pierre dans cette émission. Bonjour. Et puis, à nos côtés, la désormais habituée au plateau de Smart Space, Christelle Astor-Lépine, responsable du programme Blast chez Starburst. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau. Alors, c'est la news qui a fait fantasmer les amoureux de l'espace, mais aussi ceux de science-fiction, un petit peu aussi les fans de complotisme. C'est cette photo qui a été révélée il y a quelques semaines, prise par le rover Curiosity sur Mars, sur laquelle on a l'impression de voir une porte d'entrée. Alors c'est assez étonnant, vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux, on la voit derrière nous en plateau. Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit? Pourquoi d'abord ça fait tant fantasmer la toile, cette photo? Eh bien parce que imaginer qu'il se passe autre chose que ce qu'on voit sur une photo, c'est toujours beaucoup plus rigolo. Effectivement, le 7 mai 2022, le rover Curiosity prenait une photo justement de cette fente dans un rocher martien et il s'agit uniquement d'une fente, une fracture, comme il y en a des milliers d'autres dans les roches martiennes. Ce qui permet d'imaginer tout et parfois n'importe quoi, c'est aussi qu'on manque souvent d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la taille de ce qu'on regarde. En l'occurrence, cette fente, certes, elle a un profil légèrement carré, rectangulaire, donc elle ressemble entre guillemets à une porte. Simplement, si vous mettiez une banane à côté pour échelle, vous verriez que cette petite fente, elle fait 40 cm. Donc à moins d'être une marmotte martienne, il y a peu de chances qu'on puisse passer à l'intérieur. Le fait de prendre une image pour une autre, c'est un phénomène qu'on appelle la pareidolie, et notre cerveau est très très fort pour faire ça. Il faut reconnaître, c'est quand même assez impressionnant. En fait, c'est le fait que cette forme soit si nette qui a troublé tous les internautes. Vous aussi, peut-être? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que quand on regarde la photo initiale, en fait, effectivement, c'est une toute petite part de la grande photo initiale où on voit que c'est pas la seule, d'ailleurs, forme comme ça géométrique, parce que, alors c'est particulier sur ce mouvement de roche, mais il y a effectivement des failles qui se sont accumulées au cours des millénaires et elles sont particulièrement régulières. Et effectivement, de très loin, on voit rien du tout. Si on zoome beaucoup, on va arriver là-dessus. Et puis oui, ça fait ça, quoi, 30-40. Donc bon. Ou alors, on a trouvé le village des petites marmottes martiennes qui se cachaient sur la planète rouge. Peut-être. Mais en tout cas, merci pour cet éclairage. Toujours sur la planète Mars. Cette fois, on va parler vraiment de science, j'ai envie de dire, puisque la sonde européenne InSight a enregistré le plus gros séisme jamais enregistré sur la planète Mars. Je me tourne encore vers vous, Pierre. On savait que Mars connaissait ce genre de séisme ou pas? Vous allez répondre à cette question. Et donc, c'est la première fois qu'on enregistre un tel événement? Alors ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Effectivement, ça s'est passé dans la nuit du 4 au 5 mai 2022. C'était attendu depuis très très longtemps, depuis le début des opérations fin 2018. Et il s'agit effectivement du plus gros tremblement de terre qu'on ait enregistré sur Mars. Alors Mars est une planète entre guillemets morte, c'est-à-dire que contrairement à la Terre, il n'y a pas de tectonique des plaques, parce que Mars est une planète beaucoup plus froide, son noyau est figé à l'intérieur, mais il reste encore des petits mouvements résiduels, comme ce tremblement de terre qu'on est encore en train d'analyser. Alors ce qui fait qu'il est exceptionnel, c'est parce qu'il est très intense. Son épicentre a été calculé pas très loin de la sonde, à un peu plus de 2000 km. Et l'objectif, c'est de confirmer ou d'améliorer les modèles actuels sur la structure interne de Mars, puisque Mars résonne comme une cloche. Donc dès qu'il se passe quelque chose, nous on l'entend, et en écoutant les échos de ces bruits internes, on peut mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de cartographier en fait finalement la planète Mars grâce à ces sons?
Alors, si on voulait la cartographier complètement, il faudrait, comme sur Terre, plein de stations réparties autour de Mars pour pouvoir l'écouter de tous les côtés et savoir comment est-ce que ces ondes se propagent. Avec une seule, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on arrive quand même à remonter à certains paramètres physiques à l'intérieur de Mars et à vérifier que ce que l'on sait sur Mars correspond bien à ce que l'on observe. Christelle, c'est une nouvelle qui a permis aussi de mettre en avant les talents européens, puisque InSight c'est un projet européen, donc peut-être un mot là-dessus, un petit moment cocorico, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi la France qui a participé à cette technologie. Et puis c'est le moment aussi de se rappeler que ça fait du bien pour les scientifiques européens, à l'heure où on a dû reporter ExoMars, le rover européen qui aurait dû partir sur la planète Mars, mais qui a été élaboré en collaboration avec la Russie. Et donc, suite au récent conflit, le projet a été reporté. Exactement. Alors, tout à fait, en fait, dans ce projet InSight, qui est finalement franco-américain, le cœur et l'outil de mesure, c'est effectivement un sismomètre qui est français, donc qui a été piloté par le CNES avec des partenariats, notamment avec Sodern, qui faisait vraiment le bras spécifique de creusement de la roche. Et donc c'est sûr que c'est un outil particulièrement, finalement, sensible qu'on est les seuls à savoir faire. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la NASA nous a attendus pour ça. Parce que, en fait, en l'occurrence, l'outil n'était pas encore prêt au moment du vol qui aurait dû se passer donc 2 ans avant. Donc il a eu lieu en 2018, mais finalement il aurait dû se passer 2 ans avant. Et en fait, c'est pour prouver qu'effectivement c'est une technologie, ça valait le coup d'attendre. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ça fait 2 ans que InSight est sur Mars, qu'il est en fin de vie. Donc je dirais c'est un petit peu sa dernière chance d'avoir réussi finalement à choper cette dernière vibration. Il en avait eu 2 d'une magnitude un petit peu inférieure, mais là finalement les panneaux solaires sont en train finalement de se couvrir de poussière, donc il n'y a plus d'énergie. Donc voilà, dès qu'il y a un peu de vent, on essaye d'avoir quelques sursauts, mais on est en fin de vie là, c'est depuis presque 6 mois déjà. Donc ça nous offre quand même une belle découverte scientifique, et donc toutes les données vont être encore traitées, puisque c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a des mois et des mois de traitement de données pour peut-être aboutir à de nouvelles découvertes scientifiques sur la planète rouge. Et concernant ExoMars, effectivement, voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais comme il y en a beaucoup qui sont rattachés finalement aux événements en Ukraine, on ne peut que le regretter. Et là, je pense que l'Europe va vraiment se mettre en marche pour être effectivement en capacité de fabriquer, je dirais, de manière très autonome ExoMars, ce qui n'était pas le cas puisqu'il y avait effectivement des parties qui étaient aujourd'hui dépendantes de la Russie. Ça va nous prendre certainement 2 voire 4 ans pour faire ça. Donc pas avant 2024-2026. Alors cette actualité-là qu'on va aborder, elle a marqué l'histoire et elle marquera l'histoire pour toujours. C'est la première photo du trou noir qui trône au cœur de notre galaxie, Sagittarius A. Pierre, c'est seulement la 2e fois qu'on voit une photo d'un trou noir, en fait, même si on avait eu des petites représentations. Alors ça vaut le coup peut-être que vous nous expliquiez ce qu'on voit à l'image. Alors effectivement, il s'agit plus d'une image que d'une photo. J'ai l'air de couper les cheveux en 4, mais pas du tout. Une photo, vous mettez un appareil et vous prenez l'image. Une image, c'est quelque chose qui a été reconstruit. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste pointé un appareil, mais il a fallu des calculs et des reconstructions à partir des données qu'on a reçues pour arriver à cette image-là. Et cette image-là, en fait, elle est issue de la lumière qui est émise par les particules qui tournent autour du trou noir supermassif qui est situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Voilà. Et il a fallu, pour construire cette image, construire des télescopes, des radiotélescopes, partout sur la surface de la Terre, pour finalement collecter ensemble des données sur ce trou noir supermassif, reconstruire un espèce de télescope virtuel équivalent à la taille de la Terre, pour avoir la finesse et la résolution suffisante pour voir cet anneau de matière surchauffée autour du trou noir, qui en réalité est minuscule dans le ciel. C'est pour ça que ça a l'air flou, alors qu'en fait c'est le bout du fin de la meilleure résolution qu'on puisse avoir. Il faut savoir que cet objet-là, visuellement, il n'est pas plus gros que si on posait un donut à la surface de la Lune. Donc c'est vraiment minuscule, et donc la résolution, ça a l'air flou, mais la résolution est en réalité extraordinaire.
Et alors, peut-être, si vous voulez bien éclairer les lanternes de tous ceux qui nous regardent. Moi, sur Internet, vous avez éclairé ma lanterne parce que j'avais fait l'erreur de penser que ce trou noir, dont on a l'image en plateau, était la raison pour laquelle la galaxie tournait sur elle-même, en fait. Et vous m'avez justement corrigé en éclairant la lanterne de toutes les personnes qui vous suivent sur Twitter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez éclairer nos spectateurs, Pierre. Alors c'est une idée qui est couramment répandue et c'est logique en fait de penser ça, hein. Dès qu'un gros objet attire d'autres objets, ils se mettent à tourner. Donc c'est le cas de la Lune autour de la Terre, des planètes dans le système solaire. Donc on imagine aussi assez facilement que ce gros trou noir au centre de la galaxie eh bien, va attirer toutes les étoiles de la galaxie et la faire tourner un peu comme un giga système solaire. C'est une idée qui est répandue, c'est logique de penser ça. Malheureusement, pour le coup, là, c'est faux. Pourquoi? Parce que même si la masse de ce trou noir est extrêmement élevée, quand je dis extrêmement élevée, ce trou noir pèse l'équivalent de 4 millions de fois la masse du Soleil. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir supermassif. Eh bien, malgré ça, cette masse-là, elle est minuscule par rapport à la taille de notre Voie lactée qui est gigantesque. Et donc, en fait, l'immense majorité des étoiles de notre galaxie est tellement loin de ce trou noir que, en fait, la gravité ressentie par ce trou noir est très très faible. Donc si toutes ces étoiles sont ensemble et tournent ensemble, ce n'est pas parce que le trou noir central les attire, mais parce que la masse totale de toutes les étoiles de la Voie lactée les maintient ensemble, cette gravité générale, et pas seulement le trou noir central. Merci pour cet éclaircissement. Ça fait du bien de comprendre un peu la science et de comprendre ce qui se cache derrière cette image. Donc, je précise maintenant, j'utilise le bon terme, du trou noir Sagittarius A. Alors, on change de thématique, si vous le voulez bien. On va passer au sujet des vols habités. Et je l'ai dit en introduction, sujet au cœur des préoccupations. Alors, Boeing a finalement réussi, après plusieurs ratés, le lancement de Starliner, une navette spatiale capable d'envoyer des hommes dans l'espace. Christelle, stratégiquement, c'est un événement dans le secteur spatial? Disons que c'est un événement qui montre on va dire la bonne stratégie, je dirais, de mon point de vue, de la NASA, parce que effectivement, ce que fait souvent la NASA, c'est de mettre en concurrence deux solutions. En l'occurrence, depuis quand même 2011, la NASA n'avait plus directement accès à l'espace, donc elle a passé 2 contrats, un à Boeing, un à SpaceX, que le meilleur gagne. Jusqu'à présent, depuis 2 ans, finalement, c'est SpaceX qui a été en capacité de mettre comme ça des hommes, en tous les cas de les envoyer dans la station spatiale, donc sans le support de la Russie. Ce qui finalement est une bonne chose aujourd'hui quand on y regarde de très près. Et puis, du coup, voilà, Boeing arrive un petit peu tel le lièvre après la tortue. Et effectivement, avec quelques difficultés aussi. Ça ne se fait pas tout seul. Là, il s'agissait quand même d'un vol donc, non habité qui doit encore être certifié, où il y a encore eu quelques petites, on va dire, incidents donc de qualification. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir comme ça 2 finalement acteurs de cet accès à l'espace, c'est majeur parce que finalement, ce qui se passe, c'est que SpaceX commençait de start-up à devenir historique et finalement non contournable. Et donc, on repart dans les revers, quelque part, de ce qu'on a vécu avec les acteurs historiques. Donc, c'est très bien de recaler à un moment donné. Voilà. De remettre encore un peu de compétition aussi également. Et donc, tout ça, on le regarde avec un œil assez attentif en Europe, puisque en Europe, nous n'avons pas de technologie qui nous permette d'envoyer des hommes dans l'espace. Non, c'est vrai qu'on peut le regretter. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui n'a jamais été finalement le choix de l'Europe, qui a beaucoup plus centré quand même sur la robotisation et justement les projets d'exploration lointaine. On a des projets fabuleux quand même comme Rosetta ou même effectivement comme InSight, mais le fait de se doter de l'accès à l'espace donc en vol habité, ça n'a pas été fait et effectivement c'est des choses qu'on peut maintenant peut-être imaginer. C'était un appel effectivement qu'a fait Thomas Pesquet pour dire voilà, quand est-ce qu'on s'y met. Et donc comme les institutionnels n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui parce que effectivement les sommes sont gigantesques, pourquoi pas faire comme aux États-Unis avec des acteurs privés. Potentiellement c'est possible. Donc il y a de l'argent en Europe. C'est le choix de l'investissement. Et puis après, il faut que ce soit rentable. C'est toujours pareil. Technologiquement, on pourrait rattraper ce que propose par exemple Boeing, Pierre ?
On pourrait le rattraper, oui. En fait, c'est toujours une question de moyens, évidemment, de moyens financiers, de moyens humains, mais surtout, c'est une question de vision politique, comme on était en train de le dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va considérer comme important pour la décennie ou les décennies à venir. Après, il n'y a pas non plus rien du tout qui est fait. On peut rappeler déjà que l'Europe a activement travaillé à la construction de la Station spatiale internationale, cette fameuse station spatiale dans laquelle des astronautes, principalement européens, russes et américains, vont régulièrement faire toutes sortes d'expériences dans l'espace. Et puis qu'elle construit actuellement une partie de la capsule américaine Orion, qui enverra prochainement des hommes et des femmes sur la Lune, et aussi une partie de la future station spatiale lunaire qui s'appelle Gateway. Donc effectivement, pas de moyens propres, mais des collaborations, puisque effectivement, dans le spatial, et de plus en plus, eh bien, on a des collaborations internationales dans lesquelles on va aussi intervenir à plus ou moins grande proportion. Alors on va quand même ajouter, mais on va passer rapidement là-dessus, qu'il y a des startups françaises qui essaient de proposer des technologies qui pourraient rendre la souveraineté européenne en matière de vol habité. Par exemple, The Exploration Company, dirigée par Hélène Ubich, qu'on a déjà entendu sur ce plateau, qui va d'ailleurs envoyer son démonstrateur, qui n'est rien de moins qu'un atterrisseur lunaire, donc c'est assez impressionnant comme technologie, et elle sera envoyée avec Ariane 6 pour son tout premier vol. Alors on ne sait pas trop quand. On parlait au début de la fin de l'année 2022 et le bruit court que ça ne partira pas en 2022 mais en 2023. Est-ce qu'on a une petite précision là-dessus ? Officiellement, c'est décembre 2022. Je pense que la date au plus sûre sera annoncée, à mon avis, d'ici un mois. Oui. Donc je pense que les rumeurs ne sont pas infondées personnellement, mais ce ne sera officiel que dans un mois. Et concernant ce premier lancement, effectivement, il y a eu un appel à candidature de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, et donc il y aura 11 finalement petits satellites, CubeSat, et une expérience de The Exploration Company qui consiste à rentrer justement dans l'atmosphère. Oui. Donc c'est la grosse difficulté, le retour dans l'atmosphère. Toujours, c'est quand même, on a des rappeler. mauvais souvenirs avec ça. Effectivement. Un dernier mot et on va conclure sur le New Space avant de nous quitter. Je voulais qu'on aborde quand même le sujet de cette start-up, Miratlas, qui a réussi une levée de fonds de 2 millions d'euros. Alors elle ne vous est pas inconnue, Christelle, puisqu'elle a fait partie de l'incubateur Blast, dont vous êtes la responsable. Qu'est-ce que propose cette start-up en quelques mots et pourquoi c'est important 2 millions d'euros et est-ce que c'est suffisant ? Alors, Miratlas a pour vocation de caractériser l'atmosphère autour des stations sol qui vont récupérer le signal optique donc des satellites. C'est extrêmement important, cette qualité finalement du signal, et c'est quelque chose que Miratlas est le seul à faire aujourd'hui avec cette précision. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de distribuer la solution sur un maximum de stations sol, alors en Europe et dans l'ensemble de la planète au niveau international. Donc effectivement, pour moi, Miratlas, quelque part, a un potentiel de licorne parce que si on s'y prend bien, ils pourront être effectivement les premiers sur le marché, ce qui est le plus important dans ces cas-là. Et un dernier mot, 2 millions, c'est suffisant ? 2 millions, c'est suffisant pour l'année à venir. Okay. C'est la première levée de fonds, c'est extrêmement important. C'est ce qui montre que effectivement des acteurs publics et des acteurs privés investissent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier investissement de Cosmic Capital, le fonds soutenu et initié par le CNES, donc il y a 4 ans. Et donc on est très fiers effectivement d'avoir pu finalement convaincre tout le monde et tous ces investisseurs d'investir dans Miratlas. L'aventure Miratlas. Voilà. Merci Christelle Astorg-Lépine d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour débriefer de l'actualité spatiale. Merci à vous Pierre Henriquet d'être revenu partager avec nous vos éclairages scientifiques sur les sujets d'actualité pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.